Alors on m'avait dit, tu verras, hein, entre 300 et 1300, il n'y a pas beaucoup de différence, à 1000 près quand même, ça se ressent. Alors au niveau du PowerPoint, on est bon, c'est bon. Alors bonsoir, je me présente, je m'appelle donc Laura Lange, de L, suivi de Aura et Ange. Autant vous dire que j'étais vouée à prendre mon envol. Et ce que je fais ici ou là, alors ce soir avec vous à Épinal, d'ailleurs ça me donne des ailes, et j'invite d'une manière générale à s'envoyer en l'air, si je puis dire, bon, il est tard, on peut se permettre, à prendre de la hauteur en somme. En bref, j'invite à prendre les choses avec philosophie. Alors, qu'on soit bien clair sur ce que c'est, qu'est-ce que c'est que vivre sa vie avec philosophie? Ça n'est pas comme on l'entend coutumièrement, vous savez, vivre sa vie sans aucun souci. Les contes de Disney, rire, sauter, danser, jouer, bon, ce qu'on pourra faire éventuellement après. Puisque ça, c'est ce qui se passe dans les contes de Disney, effectivement. Mais dans la vraie vie, dans la jungle de la vie, plutôt que dans le livre de la jungle, eh bien, ces répliques ou ces dessins, E-I-N-S, eux sont différents. Nous avons des projets, des buts qui sont animés de problématiques. Et dans cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui, exacerbation du numérique, etc., eh bien, les problématiques sont partout. Qu'en sera-t-il demain de l'intelligence artificielle? Jusqu'où irons-nous? Quelle place aura l'humain? Bref, vaste question. Comment éviter les partis pris, etc., etc. Et la philosophie, d'une manière générale, se réjouit des problématiques, puisque sa vocation, c'est de les décortiquer, ces problématiques. En gros, la philosophie met moins de côté qu'elle invite à prendre les choses du bon côté, à savoir celui de l'esprit critique. En bref, et je terminerai sur ça, prendre sa vie avec philosophie. Ça n'est pas vivre sa vie sans aucun souci, c'est vivre sa vie en se faisant de soucis sur les problématiques, mettre la main dans le cambouis des problématiques de la vie. Voilà l'idée générale. Alors, le bac est dans 3-4 jours, je crois que c'est quelque chose comme ça, donc on va avoir des problématiques. Et moi, j'avais envie ce soir de partir d'une problématique qui nous concerne et de réaliser avec vous une disserte, du moins une ébauche, un brouillon, et vous pourrez le compléter si vous le souhaitez. Avec cette problématique, comment permettre à l'homme de garder la main? Eh bien, cette problématique, c'est pas moi, hein, c'est un rapport du CNIL de 2017, c'était le titre du rapport qui a été fait. Comment garder la main? Vaste question, je ne sais pas si on devait tous rédiger une copie là maintenant tout de suite, c'est quand même assez anxiogène. Stimulant peut-être, compliqué. Compliqué. Alors moi je propose une sous-question. Si j'avais été sur mon brouillon, j'aurais trouvé une sous-question. Ma première sous-question c'est, mais de quoi sommes-nous au courant? Avant même de parler de tout ça, de quoi sommes-nous au courant? Parce que nous sommes sommés de l'être, pour le coup, au courant. De toucher du doigt un minimum le monde digital. Et, on ne va pas se le cacher, tout ce qui touche au net n'est pas très net. C'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. C'est toute une histoire et je dirais même que l'intelligence artificielle, quand on évoque l'intelligence artificielle, c'est équivoque. D'ailleurs, à noter, et je dis ça vraiment comme ça, l'intelligence artificielle est dernier cri, alors que c'est avant tout l'histoire d'une simulation. Vous l'avez? Bon, c'était juste pour le clin d'œil. Alors, c'est toute une histoire de transformation, une histoire de changement, une histoire de connexion, qu'on parle du big data ou de différentes choses. Bref, tout est relié et donc tout est complexe. Hein, phrase d'Edgar Morin, quand c'est complexe, c'est que les choses sont reliées, toutes connectées entre elles. En gros, l'IA, c'est un sujet branché, au double sens du terme, à la mode, et branché puisque tout est branché. Vous savez, on a du mal à prendre les choses à la racine, parce que tout est en rhizome. Vous connaissez le rhizome? C'est Guattari et Deleuze qui parlent justement de ce système rhizomique. Un système rhizomique, c'est quand tout est branché, tout est connecté les uns avec les autres. Quel est le risque d'un système rhizomique pour notre esprit humain? C'est le chaotique. C'est qu'à force de tout voir connecté, on ne sait même plus par où saisir les choses. Où sont les racines? Parce qu'à la base, nous sommes quand même des gens enracinés. Alors, moi j'en retiens quelque chose, je me dis, c'est marrant parce que face à ce chaotique, il y a des gens qui vont vous dire, mais je me déconnecte. Ça me fait peur, ça me noie, je sors de ça. Et un autre qui pourrait lui dire, mais attends, pourquoi on fait ça alors? Pourquoi on fait ça? Parce que pour ouvrir des possibles, des horizons, pour demain, pourrait répondre le branché, au déconnecté, lui dont il n'est même pas dit qu'il soit lui-même connecté. Je vous la refais. Vous savez, on dit, j'aime beaucoup ça, ça me rappelle mon enfance, le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. Aujourd'hui, ce serait un peu le déconnecté, le branché, le connecté de la silicone. Valais. Silicone, pas silicone. Bon, pas juste sur les mots, mais vous l'avez. Cette idée, ce serait donc, vous avez effectivement d'un côté les déconnectés, soit qui le revendiquent,
soit qu'ils ne parviennent pas à se connecter, parce que tout va vite, parce que tout est... Voilà, c'est compliqué. Et vous avez les branchés. Moi, j'adore les branchés. Les branchés, vous savez, c'est ceux qui pensent être connectés, mais qui ne sont que branchés. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous savez, parfois, ça nous arrive tous, hein, vous branchez à une prise votre smartphone, et vous allez une demi-heure, une heure après voir, et vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas de courant. En fait, tout est branché, mais il n'y a pas de jus, jotte, ou de courant dans les idées. Donc vous êtes branché, la situation, oui, mais ce n'est pas connecté. Et la connexion, c'est le moment où on finit par mettre des watts dans les watts, les questions qu'on se pose. Et le philosophe, alors on pourrait se dire, mais comment mettre des watts dans les watts? Comment répondre à ces questions? Il y en a partout, comment faire? J'ai trouvé une réponse qui m'a grandement apaisée avant de venir, parce que je ne vous cache pas que moi je fais de la philosophie. Je ne connais pas très bien tout ce sujet, donc je me suis dit, bon, trouve quelque chose quand même, il y a bien une certitude dans ce brouhaha. Eh bien, j'en ai trouvé une. Si on ne sait pas où on va, on sait d'où on vient. Ça oui, on est d'accord. Ça fait du bien. Donc du coup, j'avais loupé un slide, vous les avez les trois. Du coup, j'en suis revenue à ça, me dire, mais plutôt que de vous raconter des histoires, autant repartir de l'histoire. Ça me paraissait faire sens. Alors, avec cette problématique, science sans conscience du passé n'est-elle pas que ruine de l'homme? Alors là, vous me direz, Laura, vous paraphrasez. Je paraphrase qui? Pascal, Pantagruel. C'est le genre de phrase qu'on peut lâcher à un cocktail, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Dit comme ça. Moi, j'adore terminer ces choses parce que si vous réouvrez le bouquin, vous vous rendez compte que c'est suivi de « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il faut servir, aimer et craindre Dieu. Ça calme. Hein? C'est-à-dire que, littéralement, la phrase ne s'arrête pas là. C'est très simple. C'est l'esprit objectif de la science, sans la conscience subjective, sans l'esprit subjectif de l'homme, qui n'est pas tourné vers la conscience c'est celle pure du sacré de Dieu, n'est que ruine de l'âme, de l'homme en somme. Mais nous, profanes que nous sommes, ou fans le sacré, j'ai bien conscience que ça nous invite plus à lever les yeux au ciel, et alors qu'on était en train de parler de s'enraciner. Donc, effectivement, moi, je ferai moins la cour, ou je me consacrerai moins au sacré qu'au passé, au fil de l'histoire. Est-ce que vous connaissez Max Dipri? Max Dipri, c'était l'ancien directeur général d'Herman Miller, une boîte qui fait un truc de bureau, tout ça. Et il raconte une histoire, et ça filera la métaphore de la lumière, que je trouve assez parlante. Il raconte que l'un de ses amis lui a raconté une histoire dont il s'est servi pour son propre management. Un de ses amis est parti dans les années 60, au Niger, dans un village, et il a assisté à l'arrivée de l'électricité. Donc, il y avait des cases, et les gens ont pu bénéficier d'ampoules qui allaient donc mettre en lumière chaque case. Et ce qu'il s'est passé, c'est que l'arrivée de cette nouvelle technologie a fait que les gens se sont isolés dans leur cale, dans ces espaces-là, et au final, ce qui s'est perdu au fur et à mesure du temps, c'est le traditionnel, l'éveillé, l'histoire, le récit. Alors là, vous me direz, attendez Laura, vous êtes philosophe et vous êtes en train de me raconter une histoire? C'est quand même bien beau, du storytelling à outrance, ou du sophisme même, on pourrait dire. Allez, oui, parce que je suis absolument convaincue que, outre toutes les théories du monde, ce qui nous parle à nous, c'est ce qui enclenche les choses pour pouvoir aller ensuite chercher la théorie. Et moi, je trouve que cette histoire, elle est parlante. Et si on parle de storytelling, parce que c'est du storytelling, je l'ai trouvé dans un ouvrage de storytelling, le storytelling, juste pour recadrer quand même un petit peu, c'est certes à la mode, mais c'est avant tout à la base de l'humanité, à la racine de l'humanité. Puisque le storytelling, c'est certes de la persuasion communicationnelle pour certains points, mais c'est aussi du témoignage, c'est aussi de la narration. Et c'est en ça que c'est à la base de l'humanité. À la base de l'humanité parce que le pouvoir de la narration, je vous rappelle cette phrase de Sartre que j'aime énormément, nous ne sommes que des conteurs d'histoire. Nous ne sommes que des conteurs d'histoire, les histoires qu'on se raconte, elles viennent de vous, de moi, celles que je me dis, exactement tout ça. Et dans nos vies, et ça fait, moi je trouve que quand on en prend conscience, c'est toujours un peu... l'histoire de votre vie n'est que celle que vous vous racontez. Il y a plein de choses qu'on oublie, il y a plein de choses qu'on omet, on se construit une histoire. L'histoire de nos récits, l'histoire avec un grand H qu'on vit, omet aussi des parties de choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette force-là de l'histoire. Et c'est Alistair McIntyre, qui est un philosophe, qui nous dit, et j'aime beaucoup ça, que si vous et moi, on n'arrive pas à prendre part à une histoire, alors notre vie n'a pas de sens. Ce sont dans les histoires qu'on se raconte et dans lesquelles on arrive à prendre part, qu'on arrive à avoir un rôle, qu'on arrive à trouver du sens dans nos vies. La question que j'ai, c'est quel est notre rôle vis-à-vis de l'IA aujourd'hui?
Quelle histoire se joue à ce niveau-là? Puisqu'on dit souvent qu'on veut voir sa vie en rose, mais je crois que tout homme a d'abord besoin de voir la vie en rôle. Quand vous arrivez le soir quelque part, si vous ne savez pas l'histoire qui se compte, ça va être très compliqué pour vous. Et donc, la force de l'histoire, c'est quoi aussi? C'est de rendre familier l'inconnu. Songez au mythe. Songez au mythe. La religion est un mythe. On grandit avec des mythes. Songez au mythe. Alors là, vous me direz, Laura, pourquoi vous me parlez d'un mythe? Alors déjà, un mythe, vous savez que c'est ce qui permet de rendre accessible ou de donner du sens à quelque chose qu'on ne comprend pas, de rendre saisissable, de contribuer à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas. Et les mythes sont créés par les hommes pour répondre à notre besoin de comprendre le monde. Et quand je vous dis ça, parler de mythes et d'IA, bon, ok, quel est le lien? Bon, j'ai de la chance, l'intelligence artificielle est le grand mythe de notre temps, c'est la première phrase de la présidente de la CNIL dans son rapport en 2017. La première, parce que l'histoire et le mythe jouent quelque chose d'important. Derrière cette histoire-là, du mythe, c'est quoi le mythe qui se crée? Il y en a deux aujourd'hui. Soit c'est un mythe prometteur, qui rimera avec le bonheur, soit c'est le mythe de l'horreur. Soit c'est le mythe de l'horreur où les hommes, effectivement, vont demander ce qui va se passer, soit c'est le mythe libérateur de tâches obsolètes qui va venir purifier les maux et maladies de notre société, etc., etc. Derrière ça, pour essayer de problématiser, je voudrais vous poser cette question. Moi, j'ai le sentiment que la question qui est derrière, c'est « Chère IA, que promettez-vous? Que nous promettez-vous » Et je joue sur les mots, évidemment. Parce que derrière cette question de la promesse, moi j'ai tendance déjà à me dire, mais pour me rassurer, mais ce sera que ce qu'on en fera. Puisque pour le moment, on en est encore les créateurs, alors après il faudrait partir sur des stratosphères, je ne m'engagerai pas sur le sujet. Mais ça pose la question de la promesse, ça pose la question de l'usage et du rapport que nous avons, nous, à la technique. Et ça, pour imager, au final, le mythe de l'IA contemporain, moi j'aimerais juste en revenir très rapidement au mythe sur lequel il se repose. Il n'y aurait pas d'IA si on n'était pas parti d'un premier mythe, qui est le mythe de Prométhée. Vous connaissez ce mythe? Platon, Protagoras. Platon, Protagoras, imaginez Dieu qui met Épithémée et Prométhée en leur disant « Bon, il va falloir avoir une mission pour voir les hommes de capacité. » Épithémée s'en charge, sauf qu'Épithémée n'est pas très réfléchi, donne tout aux animaux. Résultat, l'homme se retrouve tout nu, il n'a rien. Prométhée, qui justement ne peut pas supporter de se dire que les hommes ne vont pas pouvoir compter sur leurs 10 doigts, prend les choses en main. Prend les choses en main et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voler l'habilité et l'art d'un côté et le feu à Zeus, qui n'est pas content, évidemment. Il repart, il donne tout ça aux hommes. Tout ça pour vous dire qu'à l'origine, et c'est ce que analyse Platon brillamment, la technique est un besoin de compensation chez l'homme. D'un moins, il va obtenir la capacité d'avoir un plus. Deuxième chose à noter dans cette histoire, c'est donné pour répondre à un besoin naturel, de survie. Je pense que si Prométhée voyait ce qui s'est passé aujourd'hui de cet usage, il serait un petit peu ébranlé par la situation. À la base, c'était pour répondre à un besoin naturel. Aujourd'hui, on a outrepassé les limites qui ne sont pas là pour servir notre nature, mais pour conquérir, culture et autres, etc. Et donc, tout ce rapport à la technique est très ambivalent. Prométhée lui-même, d'ailleurs, a été mis de côté. Quand on parle de Prométhée, si on vous dit que vous êtes un prométhéen, c'est négatif. Pourquoi? Parce que Prométhée, il est souvent du côté de l'impertinence et de l'insolence, de celui qui a été volé à Zeus. Ce n'est pas celui qui a donné et qui a compensé l'absence d'Épithémée. C'est le mauvais côté qu'on en retient. Alors c'est vraiment l'homme et la technique pour parfaire son monde. Et dans tout ça, quel est le mythe contemporain où justement on cherche à parfaire notre monde? C'est celui du self-made man. Vous savez, de l'homme qui se fait lui-même. On voit apparaître aux États-Unis. D'un homme qui cherche en fait à se parfaire, à parfaire son monde. Et dans parfaire, vous avez parfait. Et il y a cette quête finalement de viser quelque chose comme une forme d'excellence. Et Christian Godin, qui est philosophe, nous dit dans un ouvrage qui s'appelle « Le triomphe de la volonté », vous savez quel est l'envers de ce mythe? C'est celui du loser. Parce qu'à force de vouloir absolument chercher quelque chose, on finit par perdre beaucoup de choses. On part finalement de l'habileté et de l'art pour être capable d'aller jusqu'à construire des choses dont on ne se servira peut-être même pas. Il s'inquiète finalement de cette urgence vers quelque chose qui, on perd aussi beaucoup. Et on est finalement dans cet environnement contemporain, ce mythe contemporain, où demeure, ici, partout, mi-volontarisme, mi-résignation. C'est un peu l'image du contemporain, à la fois volontaire et résigné.
Et là, on touche du doigt, et je cheminerai vers la fin, de l'ambiguïté de la technique. Est-ce que vous connaissez ce mot pharmacone? Le mot pharmacone, qui est utilisé par Platon, c'est une façon de qualifier ce qui a à la fois un côté positif et négatif, ce qui a à la fois un côté de remède et un côté poison, ce qui à la fois peut permettre de prendre soin et ce qui à la fois on doit prendre soin de cela pour pas que ça, justement qu'il se passe différentes choses. Platon, lui, à l'époque, vous savez ce que c'était le pharmacone? C'était l'écriture pour lui. Il disait, mon Dieu, si en gros il y a l'arrivée de l'écriture c'est bien parce que ça permet de conserver la mémoire, donc c'est super. Par contre, ça nous oblige, bon, on va moins solliciter notre mémoire, donc on risque de perdre à ce niveau-là. Pharmacone. Bernard Stiegler fait la même chose sur Internet, en disant, mais Internet c'est libérateur, on peut faire plein de choses, c'est émancipateur, et de l'autre côté, eh ben, c'est aussi enfermant, nos données sont enfermées, il y a des envers partout. Voilà l'idée générale du pharmacone. Et Prométhée est lui-même animé par ces deux facettes. Je vous rappelle que Prométhée, c'est certes celui qui a volé le feu, mais si on en revient à la base, Prométhée, c'est celui qui réfléchit avant d'agir. Rappelez-vous d'Épithémée, c'est celui qui réfléchit littéralement, c'est réfléchir avant. Et il a réfléchi avant. Alors, moi, je souhaitais vous inviter, en tout cas, à réfléchir à ça. Je repartais du texte de Platon parce que, moi, je sais, c'est comme au rugby, j'ai tendance à regarder derrière pour avancer. J'ai le sentiment que c'est une stratégie qui paye souvent. Et Platon disait, pour qu'une technique ait sa place dans une cité, quelle qu'elle soit, que ce soit l'IA, ce que vous voulez, il y a deux choses fondamentales, et je crois qu'elles sont d'une redoutable actualité. La première, c'est en délibérer, faire acte de délibération. Ça veut dire réfléchir avant d'agir. Et réfléchir avant d'agir, ça veut dire ne pas courir une thèse ou une autre, ou ne pas dire, alors c'est la bonne thèse, c'est de dire que c'est bon, ça c'est l'autre thèse, et de dire que c'est pas bon, ou de vouloir absolument courir l'autre mythe qui est thèse, antithèse, synthèse, dont Sartre disait thèse, antithèse, foutaise. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y en a un qui dit blanc et que l'autre qui dit noir, et vous êtes au milieu en disant il faut dire gris, philosophie du compromis, on arrive à des choses qui ne sont pas vraiment réfléchies. Et donc, la bonne chose, c'est finalement de partir d'une thèse, ok, l'IA est prometteuse, de continuer dans cette thèse, de travailler à développer les choses. On tombera nécessairement sur des cailloux, nécessairement sur des limites, de prendre ces limites, de s'en saisir, de les intégrer à la partie qu'on construit, pour arriver à une disserte qui tient la route et qui construise vraiment une réflexion. Alors, dans tout ça, d'une manière générale, moi, ce qui me rassure essentiellement, c'est que j'ai le sentiment que ce dialogue avec soi-même, il n'y a que nous qui pouvons le faire, les hommes, et que les machines n'en sont pas capables. En tout cas, si les machines font, et feront peut-être bien plus que nous, il y a une chose, me semble-t-il, qu'elles ne peuvent pas faire, c'est répondre véritablement à la raison pourquoi elles le font. Aujourd'hui, Facebook a réussi à créer des logiciels pour reproduire des tableaux, donc des tableaux incroyables qui sont faits par des machines. Mais moi, je ne sais pas vous, quand j'achète un tableau, j'ai besoin qu'on me raconte l'histoire. Pourquoi vous n'avez pas un ci, pourquoi vous n'avez pas un ça, qu'est-ce qui s'est passé, où est l'interprétation, où est la vie? Et ce que je trouve beau, c'est que oui, une machine fera, et fera bien plus que nous, mais très certainement sans jamais savoir pourquoi. Alors que nous, on est capable de faire sans savoir pourquoi. Souvenez-vous de la chambre chinoise, des tests qui avaient été faits où on est capable de répéter des choses. Mais l'être humain est quand même surtout capable de faire en expliquant pourquoi il fait. Mais il y a un truc quand même mythique, c'est qu'il est capable de ne pas faire et de vous dire pourquoi il ne fait pas. Ce qui me paraît quand même quelque chose d'absolument important. C'est pour ça que je cheminerai vers l'idée de me dire, moi je vois les hommes philosophes et l'IA copilote. Tous philosophes, et l'IA copilote, et ça me rappelle, on me l'a dit récemment et j'ai gardé ça, un proverbe chinois qui dit « Quand on crée un navire, on crée le naufrage ». Mais je le continuerai en disant « Quand on crée un navire, bah oui, on crée le naufrage, mais on crée aussi les découvertes, on crée les voyages, on crée les séjours, on crée les croisières, on crée tout ça ». Donc voilà l'idée. Je cheminerai vers ceci. L'IA ne sera finalement, je crois, que ce que l'intelligence naturelle et collective en fera, puisque la deuxième raison pour qu'une technique ait sa place dans la cité, c'est une, délibérée, et de deux, c'est qu'elle contribue au vivre ensemble. Et une histoire, après tout, je crois qu'elle est très bien quand on la partage, quand elle est lue à quelqu'un, quand elle est écrite pour d'autres. Une histoire, elle se coécrit, il y a du co-engagement. Donc j'inviterais vraiment à cheminer sur ça en se disant la place de l'IA ne sera que celle que l'homme lui en fera. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Je terminerai juste avec une phrase. J'avais commencé à la base avec une chanson sur Amel Bent, bon, c'était pour mettre un peu d'ambiance, qui s'arrêtait à « Je n'ai qu'une philosophie ». Du coup, moi, je terminais en disant « Je n'ai qu'une philosophie », et c'était celle-ci, prendre de la hauteur pour se rendre davantage auteur. Je vous remercie.
Laura Lange. Est-ce que je peux terminer par juste une petite chose? Allons-y. Juste sur les mots. Mais moi, quand vous jouez avec les mots. Oui, j'adore ça, mais c'est vrai que quand j'observe tout ça, je me dis par exemple le mot innovation. Le mot? Innovation. Oui. Dans innovation, vous avez quand même ovation. Quand on fait une ovation à quelqu'un, c'est qu'on est dans une posture un peu excessive. Si vous êtes en train d'ovationner, c'est qu'il se passe quand même quelque chose. Il faut être dans l'ovation. Et si vous prenez ovation, ovation, ça vient de ovis. Et ovis signifie brebis. La brebis, c'est l'animal qui est sacrifié sur l'autel, hein, vous savez. Et brebis, il y a aussi mouton. Et moi, vous pouvez regarder un peu l'histoire, hein, il y a aussi le triomphateur qui est à cheval, une guerre qui a été menée alors qu'on ne l'avait même pas déclarée, que personne n'avait déclarée. J'aime beaucoup cette idée que dans ce mot-là, il y a énormément de choses qui sont dites et voilà, qui me paraissent intéressantes de ne pas oublier effectivement que quand on court trop quelque chose, très souvent, on en perd aussi beaucoup d'autres. Pourrait-on terminer mieux que ce que vient de nous dire Laura Lange?